Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série sur les escrocs. C'est les histoires du père Attard. Aurélien Attard, comment vas-tu ? Bonjour Clément, bonjour à tous. Ça va très bien, ça va exceptionnellement bien aujourd'hui parce qu'on va raconter de belles histoires. Exactement. Alors si dans le premier épisode on avait fait soft avec un investisseur assez mystérieux dans une écurie de haut standing, à savoir David Thiem chez Lotus, ce deuxième épisode sera consacré à un personnage un peu plus cocasse dans une écurie un peu moins victorieuse. J'ai nommé Jean-Pierre Van Rossem et Onyx. Exactement, alors ça c'est assez exceptionnel comme histoire d'Onyx et de Van Rossem. Alors la trajectoire des deux s'est croisée en 89 et puis s'est séparée fin 89, au final ça a été assez bref mais intense. Eh bien écoutez, on va en parler directement. Effectivement, alors cette saison 89, donc l'écurie Onyx arrive en F1, alors c'est une écurie qui avait déjà un peu fait ses classes en F3000 si l'on peut dire, avec des pilotes comme Emanuele Pirro par exemple, ou Stefano Modena, de la saison 85 à la saison 87, et puis en 89, le pas est franchi avec un duo du tonnerre, Stefan Johansson et Bertrand Gachot. Voilà, exactement, comme tu l'as très bien dit, F3000 avant toute chose pour Onyx, avec des hauts et avec des bas, mais il y a quand même eu des hauts, donc avec Modena comme tu as pu le dire en 87 avec un titre. Et en 89, Onyx monte en Formule 1. Alors Onyx, évidemment nouvelle en F1, pas trop de budget, ça peut se comprendre. Et donc du coup, tout est bon à prendre limite. Et donc il y a Gachot qui propose aux dirigeants d'Onyx de signer un sponsor qui s'appelle Monitron. Monitron, c'est propriété de Jean-Pierre Van Rossem. Alors, pour parler du bonhomme brièvement, c'est un spécialiste en économie, en économétrie, qui a fait de la prison au début de sa jeune carrière. Et dès qu'il sort de prison, il se dit une chose, il se dit « Jean-Pierre, tu retourneras plus et tu vas devenir très très riche ». Ça, c'est un petit peu l'objectif de tout le monde, j'en conviens. Mais il y arrive, Van Rossem, il y arrive en fondant Monitron. Alors Monitron, c'est un espèce de logiciel qui est devenu très populaire dans les années 80 et qui était censé prédire les fluctuations du marché avec une probabilité de 9 sur 12. Et tout le monde s'arrache Monitron dès son lancement. En fait, le truc, c'est un espèce de système pyramidal, système de Ponzi, voilà, je cherchais le mot, tout à fait con, c'est-à-dire que Monitron marche pas pour un sou. Van Rossem s'enrichit avec l'argent de ses nouveaux clients, et justement avec cet argent, il en profite également pour rembourser ses anciens clients. Enfin, vous avez compris le truc. Et donc ce joyeux personnage se retrouve en Formule 1 et Monitron se met à sponsoriser les Onyx. Début 89. Effectivement, alors tu l'as dit, dans ce début d'année 89, nouvelle écurie qui arrive en F1, besoin de recruter du monde, donc Paul Shakespeare ramène Martin Dixon, on ramène aussi, en plus de Monitron, Marlboro, marque éminemment connu pour son éthique, donc le package est complet, et puis du coup, ce jeune Bertrand Gachot qui du coup devient un peu le pilote privilégié puisqu'il a ramené ce sponsor Monitron qui vient du même pays que lui, la Belgique. Exactement. Écoute, je vais te surprendre. On pourrait penser justement que Gachot allait être le petit favori, mais pas du tout. Alors peut-être parce que l'influence et la prestance de Jean-Pierre Van Rossem parlaient un petit peu en sa défaveur, ce qui est bien normal. Gachot était pas vraiment le chouchou dans l'équipe d'Onyx. C'était plutôt son équipier Stefan Johansson, déjà beaucoup plus expérimenté en Formule 1, qui recevait un traitement de faveur. Et Gachot justement s'en est plaint à la mi-saison 89 justement de ce traitement de faveur. Sauf que ces déclarations qui relevaient du privé se retrouvent bizarrement dans un communiqué officiel et Onyx saute sur l'occasion pour le débarquer avant même la fin de la saison. Alors ça évidemment ça a rendu Van Rossem furieux. Le mania de Monitron est devenu entre-temps l'actionnaire principal d'Onyx, c'est-à-dire qu'il était très satisfait de son engagement avec Onyx, qui se soldait d'ailleurs par de nombreuses non-qualifications en début de saison, mais soit. Et il est devenu l'actionnaire principal au bout de quelques courses. Donc c'était au final le propriétaire d'Onyx au bout de quelques courses.
Alors, justement, si on parle un peu de cette saison 89, on l'a dit, c'est le deuxième épisode, donc on est encore soft. On est certes avec une petite écurie, une écurie qui donc doit passer par le principe des préqualifications, c'est-à-dire que en 89, 20 écuries sont engagées, 39 pilotes, forcément ça fait du monde, tout le monde ne peut pas aller sur la grille, on met en place des préqualifications pour déjà désengorger avant même la séance de qualification le nombre de participants, puis après lors de la séance de qualification seront de nouveau éliminer certains participants pour arriver à, tu me dis si je me trompe, mais 26 voitures sur la grille de départ, c'est bien ça? Exactement. Et donc dans cette saison 89, eh bien, on donne peu d'espoir à Onyx de trouver sa place sur la grille de départ et donc de pouvoir espérer un résultat, et pourtant ça survient en plein milieu de la saison. Exactement. Donc pour compléter un petit peu ce que tu as dit, il y avait 39 engagés en 89 pour 26 places seulement en course. Donc en effet, les préqualifications étaient assez cruelles, mais il fallait bien désengorger le plateau d'une façon ou d'une autre. Les bons résultats d'Onyx viennent tout de même avec l'argent de Monitron, avec l'argent de Marlboro, et aussi avec le talent quand même de Johansson et Gachot, qui sont pas des manches, il faut le dire. Et au Grand Prix du Portugal, inexplicablement, on peut le dire, Johansson termine 3ème. Alors si on se penche un petit peu sur la course, Johansson est bien aidé par sa stratégie, qui consistait à ne pas s'arrêter au final pour changer les gommes. Et là, évidemment, ça l'a bien aidé. Mais il y a aussi un petit peu le craquage, le pétage de plomb de Nigel Mansell, qui, disqualifié après avoir reculé dans les stands, s'est dit, si je sortais Ayrton Senna au premier virage, c'est ce qu'il fait. Et donc voilà, Johansson était 5ème au moment de cet incident. Il gagne 2 places. Et il se retrouve 3ème position qu'il va occuper jusqu'à la ligne d'arrivée. Effectivement, et donc ça fait de précieux points pour Onyx, qui terminera la saison 10ème au classement constructeur avec 6 points engrangés. Donc tu l'as dit, ce podium au Portugal, mais aussi la 5ème place, synonyme de 2 points à l'époque, pour encore une fois Stefan Johansson en France. Alors là on se dit, très cher, que ça y est, Onyx est lancé, Onyx est sur les bons rails, et en plus Onyx a découvert un parfait motoriste. Exactement. Onyx qui justement aurait dû être équipé de moteurs Porsche en 1991. Van Rossem s'est même rendu à Stuttgart rencontrer les grands pontes de Porsche, et ils ont conclu un accord pour la fourniture de moteurs V12 en 1991. Mais à une seule condition, que l'information reste confidentielle jusqu'à un moment donné où le communiqué sera annoncé devant tout le monde. Sauf que Van Rossem, incapable de tenir sa langue, il en parle à la télévision belge le soir même. Alors évidemment, les patrons d'Onyx, ils sont avertis très rapidement. Ils peuvent rien faire, bien sûr, parce que Van Rossem est le propriétaire, donc ils peuvent pas vraiment faire grand-chose. Porsche, évidemment, est énervé d'apprendre que la nouvelle a été diffusée au bout de quelques heures seulement, donc il se rétracte. Et il n'y aura pas de moteur Porsche pour les Onyx malheureusement. Mais Van Rossem, il est un petit peu habitué aux déclarations fracassantes. Déjà, il avait révélé à qui voulait l'entendre que Onyx était sur de bons rails pour recruter un certain Alain Prost en 1990, parce qu'il était en brouille avec McLaren à cette époque. C'était complètement faux, bien évidemment. Quelques courses plus tard, Van Rossem est chez lui en Belgique, et là c'est vraiment le festival, encore une fois. Il convoque toute la presse, limite. Il organise une grande conférence de presse, et il dézingue Jean-Marie Balestre, président de la FISA, et Bernie Ecclestone, qui était en charge de la FOM. Et alors, tenez-vous bien, il convoque la presse, et il leur dit, écoutez, jamais je n'ai dit que Jean-Marie Balestre était un nazi. Jamais je n'ai dit que Bernie Ecclestone était un mafieux. Sauf que, évidemment, il l'avait jamais dit jusqu'à maintenant. Donc ça l'arrangeait plutôt pas mal. Des déclarations qui, évidemment, sont entendues par Balestre, sont entendues par Ecclestone. Ecclestone le convoque tout de suite après la conférence de presse, et il lui révoque son badge pour entrer dans le paddock. Et en fait, c'est le Grand Prix de Belgique, c'est la dernière fois qu'on voit Van Rossem dans les paddocks de Formule 1, parce qu'il est banni. Et pourtant, l'histoire avec Van Rossem ne va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, en guise de vengeance, on peut le dire, les propriétaires de l'équipe, Earl et Field, qui ont confié
leur écurie a ce mania et son drôle de sponsor Monetron, vont profiter d'une gaffe de Bertrand Gachot pour le virer au profit de JJ Leto, pilote finlandais. Et puis là, c'est le début de la débandade pour l'ami Van Rossem. Exactement. À la fin de la saison 89, malgré les bons résultats de Onyx, évidemment, Van Rossem, étant donné que son système Monetron était complètement foireux, ça commence à se savoir. Il est obligé de quitter la F1 parce qu'il sent que ça chauffe pour lui. Et en 1991, il est condamné justement à 5 ans de prison pour escroquerie et autres joyeusetés. Et pour éviter la prison, il devient politicien, le Van Rossem, et il monte un parti qui s'appelle tout simplement Rossem, et il obtient même des sièges à l'Assemblée, ça marche plutôt pas mal. Il avait des slogans assez, comment dirais-je, différents, on peut le dire, décalés, notamment arrêtez les conneries, votez libertin, ou alors arrêtez de vous plaindre, tout le monde va devenir riche, des trucs qui tranchent un petit peu avec la politique habituelle, mais ça marche, puisqu'il a des sièges à l'Assemblée. Sauf que, évidemment, commencer à cerner le personnage, il peut pas s'empêcher de dire quelque chose qu'il ne faut pas dire. Et en 1993, les Belges ont un nouveau roi, la personne de Albert II, et il se présente au Parlement pour justement être intronisé. Et au moment où il est intronisé, je connais pas trop le système belge, donc je sais pas exactement ce qu'il se passe à ce moment précis. Tout ce que je sais, c'est que Van Rossem, dans une assemblée silencieuse, crie « Vive la République d'Europe, vive Julien Lahaut ». Alors là, il est conspué vraiment par ses comparses politiciens. Pour ceux qui ne savent pas, Julien Lahaut, c'était un politicien communiste du temps du roi Baudouin dans les années 50, si je dis pas de bêtises. Et il avait fait la même, c'est-à-dire qu'il avait hurlé « Vive la République » devant le roi Baudouin, et quelques jours plus tard, on l'avait flingué, ce pauvre Julien Lahaut. Donc il essayait de saluer sa mémoire, certes, mais bon, c'était pas de la meilleure des manières, j'en conviens. Effectivement, ouais. Alors, on parlera de la suite de l'écurie Onyx et de ce qu'elle est devenue, puisqu'elle a continué, malgré le départ de Van Rossem, dans un autre épisode, mais restons sur Van Rossem. Qu'est-il arrivé dans la suite de ses carrières après cet épisode politique un peu douloureux? Après, exactement, comme tu as dit, après la politique, casse-prison évidemment, parce que l'immunité parlementaire n'a pas couru jusqu'à assez longtemps. Après la prison, il est devenu un intervenant assez régulier à la télévision belge. Et en toute fin de vie, il avait déclaré vouloir se faire euthanasier. Et puis, il me semble qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, et il s'est éteint l'année dernière, en décembre 2018. Effectivement, oui, c'est une mort assez récente, et donc qui nous a permis de redécouvrir encore une fois ce facétieux personnage qui a une vie bien remplie d'escroc à politique, de chef d'écurie donc à écrivain, puisqu'il a écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur le libertinage et sur d'autres sujets variés, sur des hommes politiques belges, enfin un homme au panel très très large dont on se devait de parler dans cet épisode. Exactement, un grand personnage. Alors pour les rares personnes qui parviennent à comprendre le flamand, je vous invite à suivre la chaîne YouTube Jean-Pierre Van Rossem, et c'est une sorte de compilation de tous ces passages à la télévision belge ou alors sur les paddocks de Formule 1 dans ses interviews à cette époque-là. Sauf que voilà, le problème c'est qu'il parlait en flamand, donc évidemment c'est assez difficile de compréhension pour moi, mais je sens que ça peut vous intéresser. Effectivement, et on vous conseille cette chaîne-là. Et bien écoute, donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, on parlera de la suite de cette écurie Onyx dans un nouvel épisode, parce que ça méritera aussi son lot de facéties. Et puis, on se retrouve bien évidemment pour d'autres histoires du Piratar. La série de nos chers amis les escrocs en F1 continue. Aurélien, je te remercie. Au revoir. Au revoir.